Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et ça y est, c'est parti, nous sommes en votre compagnie jusqu'à 13h30. Rendez-vous si vous voulez nous voir avec nos mines réjouies d'être en votre compagnie sur la page Facebook de Sud Radio. Un numéro de téléphone pour intervenir dès maintenant dans notre rendez-vous. Posez vos questions, par exemple, mais pas seulement, 0826 300 300. Un mail pour intervenir, pourquoi pas la semaine prochaine. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet du mail et vos coordonnées. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Mais que nombre d'anniversaires aujourd'hui! Oui, 150 ans. C'est pas le vôtre. Ah non. C'est celui de Pirelli, on en parlera tout à l'heure. On va surtout parler d'un camion qui va sauver des vies en agglomération. Pardon? Oui. Ah bon? Je vous en dis pas plus, Ok. faut rester avec nous. On va parler aussi des semi-conducteurs. Est-ce que la pièce de réemploi permettrait de faire des économies? Vous savez, les semi-conducteurs, aujourd'hui, c'est compliqué d'arriver à en trouver. Est-ce que la pièce de réemploi, c'est une autre solution? Voilà. On va parler aussi des courses de Pâques, parce que avant 13h30, nous allons mettre en jeu des entrées façon VIP pour deux Course de Pâques, personnes. c'est pour chercher les œufs dans le jardin? Non, monsieur, les courses de Pâques, c'est sur le magnifique circuit du Gers, qui est le circuit de Nogaro. Et Sud Radio est partenaire depuis de nombreuses années. Et chaque année, on vous offre plein de super places. On parlera de la moins chère des Tesla, qui vient d'augmenter de 6 000 €. On parlera de la course de Pâques. Je vais vous offrir des places. Puis on ira à l'Avignon Motor Festival, puisque je devais vous parler de la traversée de Paris hivernale, qui a déjà été décalée du mois de janvier là, et qui est annulée puisqu'on est en pic de pollution. Aïe, aïe, aïe. On aura quand même notre ami qui nous en parlera de cette annulation. Et puis moi, je vais vous offrir des places pour la course de Pâques. Voilà, on y va. C'est parti. Vous l'avez vu, on est en forme. On parle auto avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Un camion électrique conçu pour la protection des citadins. On accueille tout de suite Carla Détrieux, qui est directrice du développement de Volta Trucks. Bonjour Carla. Bonjour Carla. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous les auditeurs. Alors expliquez-nous déjà rapidement ce que c'est que Volta Trucks, puisque c'est un nom qu'on ne connaît pas. Nous. Truck, ça veut dire camion. Truck, ça veut dire camion. Volta, on est électrique ou bien? Ah, ben voilà. Tout à fait, bonjour à tous. Donc on est une entreprise suédoise, donc constructeur de camions électriques. Très rapidement, on a 3 ans d'existence et on a développé une solution qui répond à toutes les opportunités et problématiques environnementales, sociales et sociétales qui sont en train de se passer dans la filière automobile et du transport. Alors, c'est pas simplement un camion électrique, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça qu'on en parle dans la rubrique sécurité. C'est que en ville, la majorité des accidents mortels sont dus à des poids lourds ou des bus, parce que la multiplicité des moyens de déplacement fait que les conducteurs de camions ne voient pas forcément les trottinettes, les piétons, les cyclistes, les deux roues, et il y a des accidents mortels. Et vous avez conçu un camion dès le départ pour éviter ça. Expliquez-nous comment. Tout à fait. Donc, pour illustrer ce que vous dites, Jean-Luc, en réalité, à Londres, pour vous donner un chiffre, 4% du trafic sont des poids lourds. Pourtant, ils sont responsables de 78% des accidents mortels avec les cyclistes et 26% avec les piétons. Donc, grosse transformation des villes. Aujourd'hui, c'est très logique. Ça s'explique par la conception traditionnelle du véhicule poids lourd, donc tout en hauteur, avec beaucoup d'angles morts. On voit aujourd'hui la sécurité routière française qui met en place des choses. Mais nous, on a complètement repensé l'expérience de conduite, l'environnement de travail du chauffeur, donc sans moteur à combustion interne à l'avant du véhicule. On a une liberté quasi totale en fait sur le design de la cabine. Donc avec une cabine surbaissée à une hauteur de 180 de vision directe, on a 220 de vision directe en degrés. Mais en réalité, on parle de 360 parce qu'on a développé un système ADAS qui nous confère en réalité zéro blind spot, zéro angle mort. Alors pour que je comprenne bien. Alors le conducteur, je suis sur le site là. Attends, je suis sur le site. On a des images. On va arriver. Et en fait, c'est le tracteur en fait du camion est entièrement vitré pratiquement. Tout à fait. Donc ça, c'est la cabine, le cockpit qui est complètement vitré. Donc ça permet vraiment de sécuriser plus bas. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule ligne de production avec une conduite centrale. Et pour illustrer, qu'on soit à Paris ou à Londres, les chauffeurs n'aient plus à sortir dans les pistes cyclables ou dans les lignes de trafic, sinon directement du côté du trottoir. Donc c'est un véhicule qui est pensé complètement pour la distribution urbaine, où les chauffeurs doivent sortir 15, 20 fois, 35 fois du véhicule. Et donc on a complètement annulé les situations potentielles de choc avec des portes coulissantes et surtout une cabine surbaissée pour vraiment leur donner un maximum d'ergonomie et de confort.
On voit Oui, parce sur que le site. Carla, on a vu aujourd'hui, il y a sur les camions, il y a des stickers sur les côtés qui Ah ouais. Non, puis informent c'est sur la présence d'angles morts. Ouais. Mais ça sert à rien, on est Non, puis d'accord. surtout que quand t'es vélo ou piéton, tu vois pas spécialement oui. le sticker qui est Bah oui. vachement haut en Bah fait. complètement, ça sert Ouais, à rien. c'est- Ça va pas éviter d'accident, on est bien d'accord. Alors après, ça ne nous Ouais. empêche pas de demander aux cyclistes, aux trottinettes et aux piétons d'être un peu prudents parce qu'il y en a qui traversent n'importe comment aussi. Hein. J'ai failli encore écraser quelqu'un ce matin, moi. Avec un téléphone portable qui a regardé son téléphone et qui a traversé au moment où j'arrivais. Ah, c'est sûr, trottinette contre camion, on sait qui gagne. Hein. Le site, c'est voltatrucks.com. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Hein. Voltatrucks.com. Donc encore une fois, on est aujourd'hui déjà en commercialisation. On a précommandé 5500 unités sur différentes lignes de production, différentes années. On va construire en Autriche, en partenariat industriel. Et pour vous donner une idée, on est complètement disruptif sur le camion, mais aussi sur la solution de service. On veut être accessible à toute taille d'entreprise avec une solution de service tout incluse en termes d'abonnement. Donc en réalité, il y a plus cette notion d'anxiété pour passer le cap. C'est très important. On sait très bien qu'en 2024, plus de diesel. Donc aujourd'hui, la France, pour vous donner une idée, ça représente 90% des précommandes qui ont été effectuées avec du coup des acteurs locaux et internationaux tels que DB Schenker, Petit Forestier et d'autres. Ouais. Alors ce camion donc 100% électrique, il est essentiellement conçu pour circuler en agglomération. Est-ce qu'il a une capacité d'emport qui est suffisante? Parce que jusqu'à présent, les poids lourds électriques, là où le bas blessait, c'était justement en capacité de chargement, c'était plus faible que les poids lourds diesel. Et comment vous avez réussi à le mettre au niveau justement des camions traditionnels? Alors, comme vous disiez, Jean-Luc, tout à l'heure, on a démarré d'une feuille blanche, donc on a retiré 90% des pièces mécaniques et détachées par rapport à un Ceston équivalent. Donc, on part déjà d'un châssis qui est très allégé. On a des batteries qui nous confèrent soit 150, soit 200 km d'autonomie. Donc, ça correspond exactement au cas d'usage urbain, comme vous disiez. On est environ à 8 tonnes de charge utile, donc de capacité de chargement. Donc, par rapport à un Ceston équivalent en thermique, ça reste très compétitif. C'est assez impressionnant. Je vais vraiment demander à tous ceux qui écoutent Sud Radio là d'aller sur le site voltatrucks.com. Pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook ça, ou sur YouTube voient les images en même temps. Non, mais on ne voit pas les images dont je veux te parler. D'accord. C'est à l'intérieur, il y a une réalité virtuelle comme si on était le conducteur. Il faut descendre en bas de la page de présentation et tu vois exactement ce que va voir le conducteur. Et là, c'est impressionnant. Ouais, il a une vue tout autour du camion en fait. Ah mais là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bravo. Hein. Tout à fait. Bon, on a plein d'événements à venir, des tests sur route, des démonstrations. Moi, j'invite bien entendu tous les auditeurs à rentrer en contact avec nous par la page web. C'est vraiment exceptionnel d'avoir ce feedback. Donc, de faire partie du mouvement. Et derrière aussi, je voulais en profiter pour dire qu'on a 380 offres d'emploi ouvertes. Donc aussi, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont sur tout type de mission, du commercial à la technique, avec grand plaisir, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Il y aura un démonstrateur à Paris bientôt? Tout à fait. Donc cette année, en fait, c'est la première année où on entre en opération. On lance les flood tests, donc on verra des Volta Zéro dans Paris à partir de mai. Ensuite, on va démarrer la ligne de production à grande échelle, en masse, en fin d'année cette année. On ira faire un tour de camion avec Laurence. Ah oui, tu m'emmèneras dans ton camion. Ouais. C'est moi, Léon, avec mon gros camion. Ah, j'adore. Non, franchement, bravo, parce que je suis bluffé, moi. Donc commercialisation avant la fin de l'année, on est d'accord. Démonstrateurs là qui vont arriver dès le mois de mai, et puis ensuite les premiers camions vont être livrés. Vous comptez en livrer combien justement en année pleine? En année pleine, l'année prochaine, on a une ambition d'en livrer 5 000, puis 13 000 et 27 000 sur 3 ans. Donc on a l'ambition de construire en grande échelle parce que, encore une fois, si on se focalise que sur Paris, 2024, plus de diesel, c'est là qu'on voit un marché très important et je pense que tous les constructeurs en ont conscience. Maintenant, je pense que ça ne sera pas un problème de demande, mais plutôt de supply, donc de fourniture. Donc là, aujourd'hui, on propose à nos clients de précommander pour s'assurer une livraison. On sait très bien aujourd'hui que l'industrie a quelques problématiques et nous, on arrive à pénétrer le marché en vitesse. Alors que beaucoup d'acteurs historiques mettent plus de temps par rapport à leur
Alors, Legacy, C'est génial. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci Ouais, Carla. Longue vie à Voltac Trucks. Et puis on suivra ça, on ira faire un tour de Et moi, camion. je vais dire On vous merci racontera. à l'ami Jean-Luc d'avoir suivi cette évolution et de vous avoir permis d'être sur Sud Radio dans On parle auto, parce que c'est une belle découverte et bravo. je vous remercie pour l'opportunité. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que mon papa était routier. Oui. J'ai beaucoup roulé avec mon papa routier avec son 42 tonnes à l'époque. Quand j'étais petite, en vacances, j'ai hyper envie de monter dans ce tracteur-là. Non, mais il est beau en plus, ce camion. Oh, ouais, c'est très Alors beau. vous allez me dire, on parle camion. Oui, mais on parle Et camion alors pour sauver la vie des gens qui sont pas dans le camion. Ouais, mais Justement, pas c'est ça grave. qui est important. Non, c'est bien qu'on peut une un fois peu. de temps en temps. Et puis Voilà. c'est de la sécurité, monsieur. Moi, je dis bravo, Jean-Luc Moreau. C'est de Allez. la sécurité. À suivre sur Sud Radio, évidemment, dans On parle auto. L'une de vos questions, vous savez que cette émission est la vôtre. Vous avez des questions à poser, 0826 300 300 dès maintenant, ou alors par mail, je participe @sudradio.fr. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans quelques minutes, ce sera l'essai de la semaine avec la Tesla 3 Propulsion by Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. Mais tout de suite, vos questions au 0826 300 300. Vous savez que régulièrement dans cette émission, on vous laisse du temps pour nous rejoindre. Et on accueille tout de suite Aman. Salut Aman. Bonjour Aman. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment Et ça bonjour va? à votre invité. Très bien, un peu trac. Oui, vous avez la voix un peu prise là. Rassurez-vous, ça va bien se passer. C'est comme si je vais passer un examen. Non, on est sympa. Allez, on va tout de suite. On accueille tout de suite peut-être un invité qui va répondre à la Oui, question on a d'Aman. Fabrice Devanlay avec nous, qui est le directeur de la communication de Ford France, parce que la question de Aman concerne un peu Ford. Alors on va d'abord écouter Aman. Aman, vous allez arriver à poser votre question? Je vais essayer. Bon, On vous écoute. allez-y. Bon, ça fait longtemps que je voulais rouler au bioéthanol et j'avais vu l'essai de Jean-Luc sur la Ford Puma. Oui. Et j'ai suivi votre conseil, Jean-Luc, pour attendre la micro-hybridation. D'accord. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai sauté le pas. Et j'ai commandé, donc la livraison, ce sera entre juin et mars. Et mon seul problème, c'est que ça fait 20 ans que je roule en boîte automatique. D'accord. Et vous vouliez une boîte avec- automatique, voilà. Je voulais une boîte automatique, voilà. Ouais. Bon. Alors déjà, bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Bon, alors Fabrice, voilà, tiens, c'est la preuve que je suis un bon concessionnaire Ford. Directeur comme Ford France. Puisque Aman a acheté une voiture sur mes conseils. T'es un bon commercial, toi. Voilà. Et grâce à vous, Jean-Luc. Voilà, non, vous avez fait un bon choix, rassurez-vous, Aman. Fabrice, donc, alors déjà, la livraison, Aman nous parle d'une livraison entre juin et septembre, ça fait quand même un sacré grand écart. Comment ça se fait que vous ne puissiez pas donner de date de livraison plus précise? Alors en fait, c'est une question qui est très très simple. Il y a une crise mondiale d'éléments électroniques qui s'appelle les semi-conducteurs, qui touche absolument toute l'industrie qui traite de l'électronique. Ça peut être les téléphones, les téléviseurs, les ordinateurs. Et ça touche particulièrement les voitures pour une raison assez simple, c'est que on s'en doute pas, mais il y a plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers de ces pièces-là dans une seule voiture. Ouais. Et donc, comme il y a une demande extrêmement forte et que les fournisseurs aujourd'hui ne sont pas capables de suivre la demande, nous avons tous les constructeurs confondus, avons considérablement augmenter les délais de livraison sur certains véhicules ou sur certaines technologies. Alors comme on a un contingent et qu'on est obligé de faire des arbitrages, il y a des véhicules qui ont été le plus protégés possible ou des motorisations les plus protégées possibles et puis d'autres sur lesquels évidemment on a aujourd'hui des délais qui sont à rallonge, très honnêtement. Le Puma et le Kuga dans la gamme Ford ont été préservés au maximum parce que ce sont les best-sellers de la marque. D'accord. Mais bien évidemment, même avec ces allocations discrétionnaires, on assiste à une augmentation des délais de livraison. C'est malheureux, mais ça touche toute l'industrie automobile. Il n'y a pas que Ford qui est concerné, ça touche absolument toutes les marques, tous les modèles. Vous disiez le Puma et le Kuga, aujourd'hui, alors ils sont disponibles, on l'a vu, en hybride et en éthanol. Quelle est la part justement des modèles hybrides éthanol que vous vendez dans ces gammes aujourd'hui ?
Alors là aussi, c'est une question qui est très simple parce qu'en fait, nous avons décliné la gamme des véhicules compatibles au biocarburant l'été dernier et on avait estimé avec des mix de vente plutôt conservateurs qu'on ferait probablement une vente sur deux, à peu près 50%. Oui. Aujourd'hui sur Puma, oui. Sur Puma, les derniers chiffres de début d'année sur les commandes, c'est 93%. D'accord. Et sur Kuga 90. Ah oui. C'est-à-dire que sur les deux best-sellers de la marque, sur les deux best-sellers de la marque Ford, plus de 9 clients sur 10, que ce soit des clients particuliers ou des clients professionnels d'ailleurs, commandent des véhicules compatibles au carburant. Alors ce qui est absolument incroyable, c'est que ça attire à la marque des clients qui ne roulaient pas en Ford. Ah oui, forcément, forcément, parce que quand vous passez à la station-service et que vous voyez le super-éthanol affiché à 85 centimes et qu'à côté les autres carburants sont à 2 euros ou aux alentours de 2 euros, on se demande comment c'est possible. Et puis la forme, moi je suis titillée. En plus il y a des voitures très sympathiques à conduire. Elle me plaît beaucoup. Alors, pour revenir sur la question d'Aman, Fabrice, est-ce qu'il y aura un Puma Flexi Fuel avec une boîte automatique à l'avenir ? Alors personnellement j'adorerais parce que c'est la voiture que ma femme commanderait immédiatement. Ouais. Mais plus sérieusement, on avance étape par étape parce que ce qu'il faut rappeler, alors je voudrais le rappeler à notre auditeur, monsieur Aman que je ne connais pas, et bonjour à vous, mais le problème que l'on a, c'est que cette spécificité est franco-française. Et Ford, nous sommes un constructeur américain, donc chaque évolution ou chaque demande que l'on soumet à nos collègues ingénieurs passe par un filtre qui est, ok, mais vous allez en vendre combien Est-ce que l'effort de développement sera payé en retour par un volume de vente suffisant pour financer ce travail de développement. Et donc on a commencé avec un seul modèle et puis maintenant on les décline et au fur et à mesure qu'on arrive à montrer que ça fonctionne, que ça marche et qu'il y a une vraie demande, on peut un peu comme plus exigeant, oui. C'est quoi, excusez-moi Fabrice, vous parlez de spécificité, Jean-Luc, franco-français, ça veut dire que dans les autres pays, tout ce qui est hybridation, on s'en Non, c'est pas de l'hybridation, là on parle du flexi-fuel, le fait qu'on roule à l'éthanol. Les pays dans le monde qui roulent à l'éthanol, il y en a assez peu. Il y a le Brésil, parce que c'est un gros producteur d'éthanol, et 90% du parc automobile brésilien est flexi-fuel, donc peut rouler ou à l'essence ou à l'éthanol. En Europe, il y a la Suède qui vend des véhicules éthanol, il y avait un petit peu la Suisse, et puis il y a surtout la France. Aujourd'hui, la France est le premier marché en Europe. Est-ce que ça peut durer ? Parce que si c'est juste franco-français, est-ce que ça peut durer ? Est-ce qu'à un moment, nos constructeurs ne vont pas se faire bouffer par ce qui se passe en Europe ? Non, mais il va falloir... et la crise en Ukraine a mis ça en évidence, c'est qu'aujourd'hui, on est très dépendant du pétrole. Il va falloir sortir petit à petit du pétrole. L'électrique, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. C'est une des solutions. Pour un gros rouleur, c'est plus intéressant aujourd'hui d'avoir un véhicule hybride éthanol, parce qu'il va pouvoir refaire le plein, comme avec un plein de carburant normal, à un prix beaucoup plus faible. Il va moins polluer quand il va rouler beaucoup et ça a une incidence qui n'est pas négligeable du tout. Et c'est une solution, pour l'instant on dit franco-française, il est possible que demain l'Europe décide de produire un peu plus de biocarburant pour alimenter les véhicules. Alors il y a une question qui a été posée cette semaine par des ONG qui dit attention, concurrence alimentaire, on va manquer de blé et faire c'est pas vrai. Mais alors c'est complètement idiot. Pourquoi ? Parce que d'abord, parlons vrai sur Sud Radio. C'est complètement idiot parce que on a besoin de nourrir le bétail et le blé qui est utilisé. Alors c'est moitié-moitié à peu près en France, betterave et blé fourragé. Et le blé fourragé qui est utilisé pour faire de l'éthanol, les résidus, ce qu'on appelle les drèches, c'est utilisé pour nourrir le bétail parce qu'il y a une forte concentration de protéines dedans. Donc ça sert à nourrir le bétail sans avoir besoin d'apporter du soja qui lui est produit de façon assez peu écologique dans d'autres pays du monde. Et ces betteraves ne sont pas des betteraves d'alimentation humaine. Alors c'est de la betterave à sucre. Alors on peut fabriquer du sucre avec. Et pareil, les pulpes qui sont les résidus de production de l'éthanol avec la betterave, les pulpes sont utilisées aussi pour nourrir par exemple les cochons. Bon. Voilà. Donc Aman, on lui dit quoi ? Qu'il va falloir qu'il attende donc que les Aman, Américains il va attendre combien de temps ? Il va attendre 1 an, Aman, pour changer sa voiture en boîte méca ? Alors je vais répondre à la question d'Aman. Mais pour compléter ce que vient de dire Jean-Luc, juste un rappel, c'est qu'aujourd'hui, toutes les voitures à essence roulent à l'éthanol, puisqu'elles roulent avec de l'E5 ou de l'E10. Oui, de toute façon, donc il y en a dans toutes les essences. Aujourd'hui, toutes les voitures roulent à l'éthanol. Si demain, elles devaient rouler non pas à l'E5 ou à l'E10, mais à l'E85, on fait un rapide calcul de 3, il faudrait
globalement produire à peu près 8 à 10 fois plus d'éthanol pour faire rouler ces véhicules-là. On est bien d'accord, à peu près. Pour le moment, c'est pas possible. Et quand bien même, aujourd'hui, pour fabriquer l'éthanol en France, on utilise 1,7% de la surface agricole. 1,7. Donc si demain, on voulait faire rouler tout le parc roulant du jour au lendemain à l'E85, il faudrait multiplier peut-être par entre 5 et 10 cette surface agricole. On prendrait peut-être entre 10 et 15% de la surface agricole. C'est-à-dire qu'il resterait quand même 85 à 90% de la surface agricole pour continuer de nourrir les populations. Oui. Donc la vraie question, en fait, c'est est-ce que le statut de l'éthanol restera? La chance qu'on a en France, c'est qu'on est un pays qui produit de l'éthanol et qu'on l'exporte, et qu'on a cette chance de pouvoir être indépendant du pétrole en produisant cette énergie renouvelable. Fabrice, et pour répondre à Aman, je ne peux absolument pas vous dire quand est-ce qu'on aura un Puma boîte automatique FlexiFuel. Nous en avons fait la demande. On espère vraiment que les ingénieurs vont pouvoir satisfaire notre demande. Mais aujourd'hui, en France, la demande pour des véhicules boîte automatique, c'est clair, Fabrice. est faible. Fabrice, désolé, je suis obligé de vous couper la parole parce que j'ai Bastien, mon réalisateur, là, qui me fait les gros yeux. On est en train de manger l'horloge. Fabrice de Vanlay, merci d'avoir été avec nous, directeur de la communication de Fort-de-France. Aman, voilà, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Merci, au revoir. Passez un bon week-end, Aman. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Dans quelques minutes, On parle auto sur Sud Radio, si la pièce de réemploi permettait de compenser le manque de semi-conducteurs, on en reparlera juste après l'essai auto de l'ami Jean-Luc Moreau. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on va prendre le volant, mais juste avant, je vous rappelle d'ailleurs qu'il y en a parmi vous, avant 13h30, qui vont prendre le volant pour aller vivre les courses de Pâques à Nogaro, puisqu'on mettra en place des entrées VIP. Donc vous allez vous éclater sur ces courses de Pâques qui auront lieu du 15 avril au 18 avril prochain, du côté du circuit d'Armagnac. Tout de suite, alors on pourrait peut-être y aller d'ailleurs en Tesla, mais on va d'abord voir ce qu'en pense l'ami Jean-Luc. L'essai de la semaine, Jean-Luc, c'est la Tesla 3 Propulsion. Et oui, et on va commencer par parler prix, parce que c'est la moins chère des Tesla. Alors jusqu'à début mars, cette petite Tesla, elle s'affichait bonus de 6 000 € déduit à 38 990 €. On se demandait même à ce prix-là s'il y avait tout ce que les autres Tesla ont. Oui, il y avait bien 4 roues, un volant. Bon. Sauf qu'entre-temps, la crise ukrainienne est passée par là. Le tarif de base a augmenté 2 fois. Il est passé à 46 990 €. Ça veut dire qu'on n'a plus que 2 000 € de bonus. Au-dessus de 45 000 €, on n'a plus que 2 000 € de bonus. D'accord, donc okay. Le prix total est maintenant de 44 990 €. Ça fait 6 000 € de plus. Alors, 6 000 € de plus, bon, c'est vrai que c'est dur à passer, mais ça reste quand même, vous allez voir, un bon achat si on veut une voiture électrique. C'est un modèle qui est fabriqué en Chine avec une batterie de technologie différente de celle des autres Tesla, un seul moteur à l'arrière, donc il y avait un prix plus serré puisque économie sur la fabrication en Chine, économie sur la technologie des batteries. Ce modèle, alors on va l'appeler entrée de gamme pour faire simple, mais entrée de gamme, c'est pas le mot qui irait parce que vous avez un équipement qui est archi complet. Vous avez par exemple un toit panoramique en verre, volant siège réglable électriquement, volant et siège chauffant, pompe à chaleur, climatisation automatique, grand écran central 15 pouces. Vous avez l'autopilote, donc c'est le pilotage semi-automatique en version de base. La qualité perçue, elle est en dessous des allemandes, mais ça progresse à chaque fois que Tesla fait un nouveau modèle. L'autre souci, en revanche, c'est qu'on est obligé de passer par l'écran central. Ça, je suis pas un grand fan, moi. Pour le réglage de fonctions simples, par exemple, si vous voulez régler le volant, il faut passer par l'écran central et ensuite vous servez des boutons qui sont sur le volant pour monter ou descendre le volant. Bon, bref. Alors, au volant, justement, surtout après avoir essayé la Renault Mégane E-Tech, vous vous souvenez, c'était il y a un mois, j'ai trouvé que cette Tesla 3 était un peu ferme. En revanche, même avec un seul moteur, les accélérations sont canon. On a quand même 272 chevaux. Ça propulse ce modèle qui est un peu plus lourd qu'une modèle 3 normale à cause des batteries, justement. 150 kg de plus. De 0 à 100 en 6 secondes d'une. Bon, donc ça vous colle au siège. J'adore votre expression. Mais c'est exactement ça. Bon, un peu moins que le modèle Y qu'on avait essayé avec les 2 moteurs il n'y a pas longtemps. Ce châssis type Sport, à mon sens, c'est pas une bonne chose. Est-ce que c'est une erreur? Parce que c'est plutôt une version, moi, que
je jugerais familial. Donc avoir voulu faire un modèle qui tient très bien la route, est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément grand, parce qu'en familial, en revanche, c'est plutôt pas mal. Vous avez un grand coffre à l'arrière qui fait 561 litres, un autre coffre à l'avant de 88 litres, vous avez un empattement qui fait 2,88 m, donc c'est géant, donc beaucoup de place derrière. Ça reste une grande voiture quand même, hein, cette Tesla 3, contrairement à l'image qu'on a quand on la voit en photo ou quand on la voit en vidéo, on se dit tiens, c'est une petite voiture. Non, ça fait 4,70 m de long. Elle a l'air d'avoir une bonne tenue de route, hein. On vous voit là sur la page justement, c'est ce que je disais, ils ont le châssis est quand même un peu typé sport et je trouve ça dommage. Bon. Là où Tesla reprend l'avantage sur ses concurrents, parce qu'il y avait quand même quelques défauts, c'est en termes d'autonomie. Tout d'abord, la voiture, elle est extrêmement aérodynamique. Elle a un CX de 0,23, un CX de 0,52. Si on compare, justement, tout à l'heure, je parlais de la Renault est beaucoup moins bien que ça. Donc, quand on va être sur l'autoroute, par exemple, à 130 km/h, vu qu'on a moins de résistance à l'avancement avec le vent, on va avoir une consommation beaucoup plus basse. 16,8 kWh au 100 km. Jusqu'à présent, c'est la voiture électrique qui consomme le moins à 130 sur autoroute. Pendant l'essai où j'ai eu des moments où j'accélérais un peu plus fort, j'ai consommé 14,5 kWh au 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les 60 kWh de la batterie, on fait 400 km en cycle mixte réel. Donc vous faites réellement 400 km. Vous ferez moins sur autoroute, mais vous ferez 500 km si vous faites de la ville. Alors sur la recharge, ce modèle avec des batteries un peu moins puissantes ne peut pas recharger à des vitesses aussi élevées que le modèle Y, qui était le précédent de Tesla qu'on avait essayé, qui allait jusqu'à 250 kW en puissance de charge. Là, on est limité à 170 kW, mais c'est suffisant quand même. Donc ça reste un achat judicieux. On aurait fait l'essai au début du mois, je vous aurais dit c'est la bonne affaire, faut y aller. Bon là, elle a pris 6 000 €, mais à 6 000 €, ça reste tout de même un bon achat si on veut un véhicule électrique familial et polyvalent. Il faut juste demander à monsieur Tesla qu'il fasse des suspensions un peu plus souples. S'il vous plaît, monsieur Tesla. Pas plus longue. Qu'ils essayent une Renault Mégane E-Tech qui est plus confortable et comme ça leur donnera peut-être l'idée. Merci. Et puis on vous rappelle que vous retrouvez la vidéo de l'essai complet by Jean-Luc Moreau de Sud Radio pour On Parle Auto sur la page YouTube de Sud Radio. Merci beaucoup. En plus, vous avez essayé, elle était bleue la vôtre. Et merci à Bastien de vous avoir mis des extraits de ces essais sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, tout de suite, on va continuer et on va parler d'environnement. Back2Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et tout de suite, pour parler d'auto et d'environnement, on va accueillir Luc Fournier, qui est directeur d'activité de Back2Car. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Alors on a déjà, Laurence, parlé de la pièce de réemploi. Vous savez que ça a plusieurs vertus. Des vertus écologiques, puisqu'on réutilise des pièces qu'on n'a pas besoin de jeter, des vertus évidemment économiques parce que c'est beaucoup moins cher. Et puis aujourd'hui, avec la crise des semi-conducteurs, il y a un troisième avantage, c'est pouvoir disposer immédiatement. Vous avez entendu Fabrice de Van Leitfort qui disait aujourd'hui on a des problèmes pour s'approvisionner en semi-conducteurs. Avec de la pièce de réemploi, on peut... par exemple, vous avez besoin d'un boîtier électronique pour votre voiture, c'est possible d'en trouver grâce à Back2Car. Alors pourquoi je dis grâce à Back2Car? Parce que vous êtes les seuls, Luc Fournier, aujourd'hui à faire ce genre de recyclage entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors, nous ne sommes pas les seuls sur le marché, parce qu'il y a énormément de micro-entreprises qui ont développé cette activité, mais par contre nous sommes les seuls recycleurs en France à avoir à la fois la vieille matière extraite des véhicules hors d'usage que nous récupérons auprès des compagnies d'assurance et un laboratoire de recherche et développement que nous avons initié il y a maintenant 4 ans et aujourd'hui, depuis 2 ans, nous proposons une gamme autour de la technologie embarquée de tous les calculateurs issus de ces mêmes voitures. Donc effectivement les seuls à maîtriser cette technologie. Il y a combien de composants électroniques d'ailleurs dans un véhicule, on le sait ça? Oui, alors on a, comment dirais-je, il y avait encore en 95, il y avait 3 calculateurs par voiture. Aujourd'hui, les modèles haut de gamme vont jusqu'à 100 calculateurs par voiture. 100 calculateurs par voiture. C'est 50 calculateurs. Ah oui. Si je peux vous donner un chiffre qui va vous interpeller, il y a autant de technologies embarquées dans une Citroën C4 que dans un Airbus de première génération. Mais non. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, Jean-Luc ? Alors non, parce qu'il y a plein de fonctions qu'on n'utilisera jamais sur sa voiture, mais qui peut le plus, peut le moins, vous le savez. Donc les constructeurs, il y a eu pendant un moment, est-ce que ça va continuer ou pas, j'en sais rien. Il y a eu une espèce de surenchère aux équipements électroniques. Et puis aujourd'hui, votre voiture, elle est sous contrôle de partout. C'est-à-dire que le moindre... Quand on peut l'avoir, parce que comme il manque des pièces, on n'est pas livré. Oui, vous savez quoi, la semaine prochaine, on fera un sujet sur la capacité d'analyser ces calculateurs. Parce que vous pouvez, vous, en tant que particulier, vous brancher sur la prise
on appelle ça la prise OBD, la prise diagnostique. Ah, oui. Et on peut acheter soi-même en tant que particulier des valises. Alors ça ressemble pas à une valise qu'on branche sur la voiture, qui vous diront ce qui va pas sur votre auto. C'est chouette ça. Voilà. J'aime bien écouter, on parle. Faudrait qu'on puisse faire ça avec notre réalisateur qui est malade aujourd'hui. On lui brancherait un truc et ça nous dirait ce qui va pas. Il est pas très bien notre Bastien, on l'embrasse fort. Mais il est là. Et si je peux vous donner 2 autres chiffres. Oui, allez-y. La techno embarquée dans une voiture aujourd'hui, c'est entre 40 et 50% de la valeur de la voiture. Ah oui, quand même, c'est énorme. Alors, quelles installations électroniques peuvent être réutilisées? Elles peuvent toutes être réutilisées? Ouais, écoutez, tout ce qui est possible de faire, on essaie de le faire, parce que dès qu'on peut dépanner un client ou faire du fil d'affaires, on essaie de le faire. Donc on n'a pas de limite en soi pour l'instant. Ce sont des boîtiers de gestion électronique pour tout ce qui est partie moteur, les transmissions. On gère également les sécurités actives. Tout ce qui est direction, il y a beaucoup d'électronique sur les colonnes de direction, notamment sur les Renault qui tombent souvent en panne. Et tout ce qui est vie à bord, en fait, tout ce qui est radio, compteur, fusible, les démultipliers. Alors, vous venez de dire un mot qui m'intéresse, vous avez dit compteur. Ouais. Mais si je rachète un boîtier électronique d'une voiture qui a plus de kilomètres que la mienne, je vais pas être content, ou inversement, je vais être heureux s'il y a moins de kilomètres. Comment vous faites? Vous les remettez à jour, les boîtiers, avant de les monter sur d'autres véhicules? Oui, tout à fait. En fait, on propose 3 services. Donc, on a un site internet www.back2car.fr. Pour les professionnels. Alors, Back2Car, je précise, ça s'écrit B-A-C-K avec un 2 ensuite. C'est ça. Et C-A-R. Back2Car. Donc le 2 voulant dire tout en anglais, c'est assez astucieux. Puis 2 pour la garantie de 2 ans. Ouais. C'est pas mal. D'accord. Ah oui, ok, une garantie de 2 ans. Mais du coup, ça permet de tout de suite, c'est clair, quoi. Donc comment vous faites? Alors vous récupérez les vieux boîtiers sur les voitures qui partent à la benne, et puis vous faites quoi? Vous leur refaites une virginité? Comment ça se passe? Exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on a une demande d'un particulier ou d'un professionnel, on va essayer de trouver la même pièce dans nos stocks. Ensuite, on va demander aux professionnels et aux particuliers de nous donner un maximum d'informations, dont le kilométrage, pour reprendre votre exemple. Et on regarde la compatibilité entre le boîtier de la voiture et le boîtier que nous avons dans nos stocks. Ensuite, on envoie un courrier aux professionnels et aux particuliers pour leur demander de nous envoyer leurs pièces, de manière à ce qu'on puisse, comme un ordinateur, récupérer leurs données et les réinjecter dans un boîtier qu'on aura virginisé au préalable pour reprogrammer le calculateur et renvoyer les bonnes données aux particuliers. D'accord. Bon, la question essentielle, c'est combien ça coûte par rapport à un boîtier neuf? Beaucoup moins cher. On est dans la même tendance que l'ensemble de notre offre, donc c'est environ 75% moins cher. Wow. J'ai quelques exemples qui sont... Ah oui, allez-y, tiens. Un bloc ABS PSA sur une Nemo, ça vaut chez le constructeur 1163, je ne joue pas leur taxe. Et le prix Back2Car est à 349, donc ça fait 814 € d'économie, 70%. Le tiers, quoi, pratiquement. De quoi partir en vacances. Oui, et en plus, alors c'était l'accroche de notre sujet, en plus disponible tout de suite. Alors que si vous commandez le boitier ABS, si ça se trouve, vous l'aurez dans 6 mois. Autre question, puisque vous avez, et vous réussissez, Luc Fournier, vous êtes directeur d'activité chez Back2Car, à remettre comme ça des pièces de réemploi pour les semi-conducteurs. Vous pouvez pas avoir un deal avec les constructeurs qui ont du mal à en avoir, et du coup, ça fait une économie comme ça participative où tout le monde rejoue, et même en termes d'écologie, ça peut être super positif? Je vous avoue qu'on a quelques demandes sur des pièces très spécifiques des constructeurs qui sont en rupture, mais qui l'étaient déjà avant la crise ukrainienne. Puisque oui, la crise des semi-conducteurs, c'est une autre crise. C'est avant l'Ukraine. Ça a commencé au Covid. C'est avant l'Ukraine, même avant. C'est-à-dire qu'en fait, il est difficile pour un constructeur d'entretenir tous les marques et modèles qu'ils commercialisent sur le marché. Et ils ont tendance à parfois faire l'économie d'un peu moins de stock sur des pièces détachées. Mais alors, du coup, on voit arriver chez nous ces clients qui viennent dans nos comptoirs et qui nous disent tiens, voilà, le constructeur n'a pas pu m'approvisionner, est-ce que vous avez ça en stock? En règle générale, on arrive malgré tout à les dépanner, même si nous sommes sur un marché de pénurie, puisque on ne peut extraire que des pièces de voitures accidentées. Donc on n'a pas les mêmes volumes que le parc. Oui, enfin, c'est quand même mieux que de... Voilà. Oui. Puisque beaucoup nous parlent d'écologie, c'est aussi vachement plus écologique, quoi. Oui, complètement. Puis comme tout est démonté et digitalisé, c'est assez accessible. Donc le client qui viendrait dans nos comptoirs de distribution pourrait de ce fait repartir avec, quoi. Bon, parfait. Merci beaucoup, Luc Fournier, donc directeur d'activité de Back2Car. Donc si vous avez besoin d'un composant électronique, c'est une des solutions aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est bien, super sujet de nouveau. Allez, bonne journée, bon week-end. Merci à vous, bon week-end. Je vous rappelle qu'avant 13h30, je vous offre des places pour aller vivre les fameuses courses de Pâques sur le circuit Nogaro dans le Gers qui vont se
tenir du 15 au 18 avril. Attention, ce sont des entrées pour 3 jours en VIP, histoire de vous dire qu'on vous gâte. Mais tout de suite, eh bien, une pause et dans quelques instants, ce sera votre question. 0826 300 300. Nous vous attendons toutes les questions auto à l'ami Jean-Luc Moreau. C'est dans On parle auto sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et je vous rappelle que nous sommes avec vous tous les samedis de midi à 13h30 sur Sud Radio. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300. Posez vos questions directement à l'ami Jean-Luc. Salut Roland. Bonjour Roland. Allô. Bonjour Jean-Luc. Salut, comment ça va Roland? Bien vous? Très bien. On vous écoute pour votre question en direct sur Sud Radio. Alors ma question est que il y a quelques années, on entendait beaucoup tout ce qui était voiture hybride. Et là, on entend surtout hybride rechargeable. Et donc, je voulais savoir la différence. Ah oui. Alors, votre question, elle paraît simple comme ça. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vrai que c'est bien de temps en temps de reprendre les fondamentaux. Alors, vous savez qu'historiquement, la première voiture hybride commercialisée, c'est la Toyota Prius. Oui. C'était ce qu'on peut appeler une vraie hybride. Pourquoi je dis une vraie hybride? Parce qu'aujourd'hui, on appelle un hybride tout et n'importe quoi. Pour moi, une voiture hybride, elle est propulsée par 2 moteurs. Donc en général un moteur électrique et un moteur thermique. Et une vraie hybride doit être capable d'avancer sur l'un ou l'autre des moteurs. Donc une vraie hybride doit être capable de faire du 100% électrique. Or aujourd'hui, il y a plein de voitures qu'on appelle hybrides qui sont juste équipées de ce qu'on appelle un alternodémarreur. Un alternodémarreur, c'est un alternateur qui fait aussi démarreur. Okay. Donc il y a une puissance très faible, qui en décélération va récupérer l'énergie stockée dans une petite batterie et va aider le moteur en accélération, mais qui est incapable de faire avancer la voiture tout seul. Donc on ne peut pas rouler en 100% électrique, et que ces voitures-là, on les appelle quand même hybrides. Donc déjà là, il y a un abus de langage, je dirais. Aujourd'hui, il y a des constructeurs qui brouillent encore les pistes en disant, voilà, on fait des hybrides auto-rechargeables. Bah oui, tous les hybrides sont auto-rechargeables. C'est même l'intérêt de l'hybride, c'est que quand vous ralentissez, le moteur électrique, alors qu'il soit petit ou gros, recharge une batterie. Donc on recharge, à un moment, on récupère de l'énergie qu'on va réutiliser après. Donc de dire c'est auto-rechargeable, c'est pareil. Pour moi, bonnet d'âne, on va au coin, tous les hybrides sont auto-rechargeables. Donc ça brouille plus la communication qu'autre chose. Ensuite, les constructeurs se sont engouffrés dans une faille de la réglementation qui leur permet, en mettant une batterie plus grosse, vous prenez un hybride, vous mettez, alors je vous ai dit, une petite batterie qui récupère l'énergie en décélération, qui sert pour les accélérations, où on peut faire 2-3 km en électrique, mais pas plus. Ils se sont dit, tiens, on va mettre une grosse batterie, donc on va pouvoir la recharger sur le secteur, cette grosse batterie, et la réglementation nous permettra d'afficher des émissions de CO2 qui sont sans rapport, parce que quand vous lisez les fiches techniques des voitures hybrides rechargeables, vous avez des consommations affichées qui sont de 1,5 litre au 100 km. Bon, on se doute bien que dans la vraie vie, c'est pas possible. Dans la vraie vie, c'est soit vous faites les 40-50 km en 100% électrique, consommation d'essence zéro, soit vous roulez en hybride, et là, consommation comme une hybride, un petit peu moins bien qu'une hybride, même puisque vous avez une batterie qui est plus lourde qu'il faut trimballer. Okay. Donc si vous faites de l'autoroute, c'est pas une bonne solution. D'accord, vous êtes en train de me perdre là. Non, tout ça pour dire quoi? Il y a l'hybride historique. L'hybride historique, elle est auto-rechargeable. Ça, il faut le laisser de côté. C'est une idiotie d'avoir utilisé ce mot-là. L'hybride, on peut rouler en thermique, on peut rouler en électrique pendant peu de kilomètres. Ensuite, vous avez l'hybride rechargeable avec une plus grosse batterie. Donc là, si vous voulez vraiment rouler en électrique, il faut brancher votre voiture. Elle ne se rechargera pas toute seule, sauf si vous descendez un col à 5000 mètres d'altitude. Vous arriverez en bas, vous aurez rechargé la batterie, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc l'hybride rechargeable avec une plus grosse batterie. Pour bénéficier de la propulsion électrique pendant une 50aine de kilomètres, je branche ma voiture sur une prise et je recharge la batterie. C'est ça la différence entre les hybrides rechargeables. Alors on dit même aujourd'hui on utilise, tout le monde a brouillé les pistes, on dit du mild hybride, de l'hybride light, tout ça. Bon, pour moi, c'est pas de l'hybride. Ou hybride rechargeable, et dans les deux cas on peut avancer en électrique. Dans un cas pas beaucoup de kilomètres, et dans l'autre cas 50 kilomètres si on a branché la voiture. Voilà. C'est plus clair. C'est ça l'ami Jean-Luc sur Sud Radio, c'est ça. Une question. Merci. Bon, vous faites quoi vous Roland aujourd'hui? Je suis au routier. Là j'ai fini ma journée. Ah ok, d'accord. Passez un super week-end Roland. Merci aussi. Alors on attend sur les camions avec impatience qu'ils soient. Alors il y a déjà des bus qui sont hybrides. Alors, on n'avait pas posé la question. Allez, on continue.
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous accueillons tout de suite, attention la phonétique, Alejandro Recasens, qui est le CEO, le directeur Europe de l'Ouest Pirelli. On fête un anniversaire. Oui. Alors, il va falloir un gros gâteau parce qu'il y a 150 bougies à mettre dessus. Pirelli, waouh. Bonjour Alejandro. Bonjour Jean-Luc. Bon, il fait beau en Espagne parce qu'on vous appelle, vous êtes en Espagne, c'est ça? Bah oui, il fait beau. On a la vous avez de la chance, parce que moi j'étais en Espagne en début de semaine, qu'est-ce que j'ai pris comme faute sur le nez? Mais pourquoi on est en Espagne, Alejandro? Alors en fait, je suis espagnol, comme vous pouvez le percevoir à travers mon accent, mais je m'occupe donc de suivre les activités de Pirelli tout au long du ouest de l'Europe. Donc ça veut dire quoi, le ouest de l'Europe? Ça veut dire le Portugal, l'Espagne, la France et le Benelux. Ouais. Donc voilà. Vous n'étiez pas là au début de Pirelli, parce que c'était le 28 janvier 1872. Et j'ai raté ça. Alors racontez-nous, ça a commencé comment l'histoire de Pirelli? Alors, effectivement, j'ai raté ça. J'ai pu assister aux derniers 20 ans, c'est le temps que je suis dans le groupe, mais les origines de Pirelli, en fait, il faut se remonter effectivement à 1872, à la capitale italienne. C'était un jeune ingénieur appelé Giovanni Battista Pirelli, qui a fondé donc l'entreprise à ce moment-là. Bon, à l'époque, ce jeune ingénieur, il produisait des articles à base de caoutchouc, donc des semelles de chaussures, des petits câbles. Oui, on était loin du pneu de voiture. Il y avait des bonnets de bain, des jouets, des imperméables. Exactement. Ce qui nous intéresse, donc le pneumatique est arrivé, le premier brevet en 1901. C'était le premier brevet donc d'un pneumatique Pirelli, qui a été suivi d'autres brevets nombreux qui ont été très réputés, très renommés tout au long du XXe siècle. Donc certains d'entre eux encore très connus aujourd'hui parce qu'ils ont marqué des moments très importants dans l'industrie. Donc le Cinturato dans les années 50 et le P7 et le P0 dans les années 70, le P7, 80. Moi je me souviens les petites voitures de sport, c'était le must d'avoir une Golf GTI avec des Pirelli P7. Ça c'était c'était le summum. Tout à fait, les Golf, les Lancia, donc c'était les époques où on cherchait la performance, les voitures puissantes et sportives. Donc c'était le premier pneu, c'était toute une innovation à l'époque. C'était un pneu avec profil bas, le P7 qui a été revisité ou poussé à l'extrême encore avec le P0, donc premier pneu avec profil ultra bas. Bon voilà, plutôt on est là dans des voitures plutôt des Porsche, des Mercedes, des BM dans les années 80-90, bon, et encore aujourd'hui en toute actualité. Oui. Alors parallèlement parce que là on parle pneu, mais moi il y a un truc que j'aimais bien chez Pirelli, je recevais en début d'année pendant longtemps le calendrier Pirelli, alors qui a été sexy pendant très longtemps et aujourd'hui qui est plus artistique. Et pourquoi ce mariage entre Pirelli et la photographie? C'est intéressant comme sujet puisque la marque ne transmet pas que de l'innovation, la technologie et la passion. Ce sont des valeurs qu'on entraîne depuis les origines de Pirelli. La marque essaye de transmettre aussi, de se rapprocher de plus en plus de l'art et de la culture. Il faut se rappeler que le calendrier, qui est un véritable véhicule de ces valeurs nées dans les années 60, à la base c'était une invention anglaise qui a été donc conçu par le département marketing en Angleterre, mais qui a perduré et qui puis s'est converti dans un mythe, une icône qu'on utilise évidemment aujourd'hui parce que le consommateur et le public aiment bien ce calendrier. Et comme vous disiez, effectivement, on s'est éloigné un peu de la photographie femme-objet du passé pour se rapprocher de plus en plus de la culture contemporaine. Donc ça fait déjà un bon moment qu'on met en avant des arts comme la danse, la sculpture, la photographie ou la musique comme c'est le cas de cette année. Oui. Laurent, ça ne vous avez pas posé, vous, pour le calendrier? Non, on m'a pas demandé. Je n'ai pas été approché. Peut-être on va demander à Alejandro aussi. En même temps, vous avez raison, je ne suis pas une femme objet, donc je peux maintenant, et je ne suis pas filiforme, donc je peux aussi. Bon, Pirelli, alors il y a un truc, moi, qui m'interpelle quand même, c'est que dans les gammes de pneumatiques que fabrique Pirelli, il n'y a pas de pneus d'avion, pas de tracteur, pas de génie civil. C'est un choix, c'est quoi?
C'est un choix, effectivement, c'est-à-dire que depuis 2017, on a voulu donc amener une stratégie une focalisation complète au consommateur final. Ça veut dire quoi? Donc le consommateur final, c'est celui qui peut conduire une voiture, une moto ou un vélo. Donc on est le seul manufacturier de pneumatiques qui fait que des pneus et qui fait que des pneus pour un consommateur final. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes tourné aussi vers l'avenir. Vous êtes en train de développer. Alors, j'aime bien le nom, hein, le Cyber Tailleur. Ça fait un peu Terminator, le Cyber Tailleur. C'est quoi ça? C'est un pneu intelligent? Alors, il y a deux aspects qui font l'objet de notre stratégie future, de nos recherches en développement actuelles. Donc, l'un, c'est la connectivité et l'autre, c'est la transformation électrique, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, j'entendais tout à l'heure, vous parliez justement de ça. Donc, le Cyber Tire, en fin de compte, pour résumer, c'est un pneu qui est connecté à la voiture, mais qui est connecté aussi à un dispositif de collecte de données. Le pneu étant l'élément de la voiture qui est collé à la route, donc est capable d'absorber plein de données qui sont très intéressantes pour le paramétrage de la voiture, la lecture et l'analyse des données de la conduite du conducteur. Donc la connectivité, voilà, le Cyber Tire a des dispositifs internes qui permettent justement de collecter et d'interagir avec la voiture en temps réel. Et puis le pneu évidemment pour les véhicules électriques, où là le challenge est d'arriver à avoir une consommation la plus faible possible, des pneus les plus verts possible aussi. Tout à fait. Donc le deuxième aspect, c'est accompagner cette transformation électrique qui est protagoniste aujourd'hui dans le monde automobile. C'est un challenge, c'est un défi, c'est une opportunité pour des manufacturiers comme nous qui investissons énormément sur la technologie. Donc en fait, c'est encore un nouveau brevet. Donc on parlait tout à l'heure du cycle dernier de Cinturato. Ouais, 6700 brevets même déposés en 150 ans. Le dernier s'appelle ELECT, donc c'est la terminologie à travers laquelle on dénomine et on se réfère à ce genre de produits. C'est une nouvelle famille qui sort et qui est conçue justement pour des voitures qui sont d'une part plus lourdes, parce que la batterie, donc ça compte, on a de plus en plus des SUV hybrides ou électriques, et donc il faut supporter un poids très important. Mais ce sont des voitures aussi sur lesquelles l'aspect de la consommation de la propre batterie, donc le résistement, la résistance au roulement, le confort sonore font l'objet aussi de la conception des éléments comme le pneu, mais qui à la fois faut conclure la performance. Donc il faut effectivement qu'on tienne la voiture et qu'on assiste aussi à une conduite qui est puissante, qui est performante. Bon. Merci Alejandro. Oui, on fera le point dans 150 ans pour savoir comment évoluer. Vous avez en plus le super prénom d'une super chanson de Madonna, on adore. Alejandro Requesens, le CEO Europe de l'Ouest pour Pirelli qui fête ses 150 ans. Merci beaucoup et bon week-end en Espagne. On est obligé de conclure puisque l'info de 13h arrive juste après. Oh, mon petit doigt me dit que je vais mettre en jeu juste après 13h les fameuses places pour aller vivre Nogaro, offertes par Sud Radio évidemment, et le circuit de Nogaro. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. On va évidemment parler dans quelques minutes de ce qui a été annulé, la traversée de Paris. On en parlera en détail. Je devais le faire demain à Berck. Bon, on en parlera et vous allez nous expliquer pourquoi. Ouais. Mais tout de suite, Sud Radio et le circuit Armagnac, c'est-à-dire le circuit Nogaro, offrent des places pour les courses de Pâques qui, vous le savez, vont avoir lieu, si vous ne le savez pas, je vous le dis, du 15 au 18 avril. Vous faites quoi du 15 au 18 avril, l'ami Jean-Luc ? Je suis en vacances avec vous, non ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Oh là, tout de suite les rumeurs. Voici de quoi allait passer cette fameuse course de Pâques. Je vais faire 2 gagnants. J'en profite pour le dire à Aude qui va vous accueillir au standard. Donc il y aura 2 gagnants, ma Aude, et chacune des personnes va gagner 2 places VIP pour les 3 jours. D'accord. Donc j'écoute ces questions alors. Les courses de Pâques réunissent, vous le savez, plusieurs plateaux de courses, on est d'accord. Dont un rendez-vous qui, historiquement, a donné à Renault. Vous me suivez parce que je sais que vous êtes un spécialiste. En 1971, ça a commencé avec les fameuses Gordini. Et aujourd'hui, c'est une autre voiture qui est mise à l'honneur puisque c'est la Clio Cup, donc c'est la Clio qui est mise à l'honneur.
Entre les deux, en 1975, il y a une petite voiture de chez Renault qui a remplacé la Gordini Cup. Quelle était cette voiture? Était-ce 1, la Renault 5 ou 2, la Renault 14? Tic-tac, tic-tac. Alors moi je dis rien. Non, non. Non, vous savez tout. D'accord, moi je dis rien. Non, vous savez toujours tout. Ouais, moi, je dis rien. 0826 300 300 pour répondre à cette question. Alors j'ai dit juste aux auditeurs pendant vous pouvez m'appeler pour avoir la réponse. 0826 300 300 pour appeler l'ami Jean-Luc pour avoir la réponse. Juste le petit indice que j'ai envie de donner parce qu'on est là pour vous gâter, c'est qu'aujourd'hui, cette année, on fête ses 50 ans. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur le rétromobile. J'ai rien dit. Ah non, j'ai rien dit, l'ami Jean-Luc. 0826 300 300, on vous appelle. Aude vous accueille. Ouh là là, ça y est, le standard explose. À tout de suite. Et quant à nous, la question auditeur, puisque c'est toujours le moment de la question auditeur, avec une question qui nous a été posée sur Facebook actuellement. Et c'est Hervé qui nous pose cette question, Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. Hervé, le pape de l'auto, dit-il en parlant de vous, est du bioéthanol. Je possède une Renault Velsatis. Entre parenthèses, il a marqué « Ne rigolez pas Jean-Luc ». C'est trop tard. Mais pourquoi? Alors... Il a une Renault Velsatis 3,5 litres V6 quand même. Ah ouais, V6, ouais. Année 2009. Il demande si je peux y mettre un peu d'éthanol de temps en temps. 3 points d'interrogation, sans boîtier bien sûr, 3 points d'exclamation. Merci et bonne journée à toute l'équipe. À bientôt. Hervé du 05. Bon, la Velsatis, faut qu'il la garde. Hein. Ça va être un collector un jour. Hein. Vous savez comment il mon ami Jean-Pierre Coff en avait une. C'était vraiment chouette. Alors, c'est extrêmement confortable. Ouais. L'intérieur était très réussi. Les sièges étaient parmi les sièges les plus confortables de toute la production automobile. Mais alors, elle était moche, cette pauvre voiture. Vous savez comment il l'appelait en interne, d'ailleurs? Il l'appelait le taxi anglais. En fait, elle était beaucoup trop haute par rapport à sa largeur. Puis elle avait un style qui était assez, je vais dire spécial, pour pas dire moche. Hein. Bon, je l'ai dit, c'est bête. Oh, ça, c'est non, mais ça, c'est très subjectif. Alors, sur la motorisation que possède Hervé, le V6, qui est un V6 d'origine Nissan, donc c'était pas un moteur Renault, c'est un moteur qui était assez puissant, qui donne de bonnes performances à la voiture, mais qui n'aimera pas rouler à l'éthanol. Donc je lui déconseille parce que déjà il donne pas le kilométrage de sa voiture, mais je pense que 2009, à mon avis, elle a largement dépassé les 150 000 km. Si Hervé nous écoute, tu peux le mettre sur la page Facebook de Sud Radio. C'est là qu'on a pris sa question. Je déconseille fortement d'essayer de rouler à l'éthanol avec cette voiture. Ok. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'il y a Stéphane qui répond, Stéphane qui est un de nos fidèles sur Sud Radio, sur la page Facebook, qui dit en réponse à l'ami Hervé qui a posé sa question, j'ai une 2004 sur le groupe Renault Velsatis officiel. Il dit à tous ceux qui sont amoureux des Velsatis, rejoignez-nous, c'est nouveau. Voilà. Bon, donc non et non. Non et non. Bon, oui et oui. Maintenant, on va parler de toute autre chose. En attendant les gagnants qui vont arriver, on va parler des annulations. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Alors comme ça, la traversée de Paris ça fait 2 fois qu'elle est annulée. Alors elle était annulée en janvier à cause du Covid et là elle est annulée parce que on est en pic de pollution en région parisienne. Tiens, d'ailleurs la semaine prochaine on fera un petit focus. On invitera des gens d'Air Paris pour nous expliquer ce que c'est que cette pollution qui arrive tous les ans à la même période, mars-avril. Sans doute. Voiture, pas voiture, circulation, pas circulation. Pas voiture majoritairement, mais malheureusement c'est les voitures qui en pâtissent. On a avec nous Jacques D'Andrea qui est le président de Vincennes en Ancienne, donc organisateur normalement de la traversée de Paris à laquelle je devais aller demain matin. Jacques, vous êtes déçu, j'imagine, c'est terrible. Bien sûr, on est très triste. Salut Jacques. On est triste pour vous aussi. C'est le moral à zéro à toute l'équipe. On a beaucoup travaillé. Vous pouvez vous douter que c'est pas une chose qui s'improvise à travers cette Paris. Ça fait 2 mois dessus qu'on est sur le projet, donc de déposer les itinéraires. De plus, ce qui est curieux, on pouvait pas prévoir cette pollution, mais la préfecture nous avait demandé quelques modifications du parcours qu'on avait accepté, comme il y avait quelques événements qui se passaient sur Paris. Nous, on est prêts à accepter toutes les modifications possibles, mais là, ça nous tombe dessus, le coup près là est très rude. C'est quoi, c'est une décision de la préfecture de police, c'est ça ? Oui, c'est ça, absolument. Donc, le service de la préfecture nous a appelés en nous disant, malheureusement, compte tenu du taux de pollution déclaré par Air Paris, justement, donc on va mettre en place la restriction de circulation aujourd'hui sur Paris, déjà, et l'Île-de-France en grande partie. Et pour demain, étant donné que les prévisions sont mauvaises aussi, ça paraît impossible de pouvoir l'organiser. Donc, il y aura certainement, là, on ne sait pas, parce que j'ai l'impression que la préfecture statue au jour le jour. Alors, je ne sais pas si demain, il y aura les mêmes restrictions totales sur Paris.
Mais si on suit les consignes d'Air Paris, logiquement, on est sur les mêmes problématiques, donc il devrait y avoir les mêmes résultats. Mais nous, il faut savoir que pour la traversée de Paris, les gens viennent de très loin, donc il y a des gens qui viennent de l'étranger, de province. Donc oui, il y avait 700 voitures, 700 véhicules de prévus quand même. Donc c'était... On avait 700, exactement, j'ai regardé les chiffres, 713 voitures inscrites, 140 motos, 70 vélos, donc pour vous dire, on va vous rendre compte que ce que ça représente comme monde. Alors même, parce que... même les vélos, ils peuvent pas circuler. On annule tout forcément, les vélos pourraient peut-être circuler, mais on va pas s'amuser à faire ça, mais je veux dire, pour vous rendre compte l'impact que ça auprès des familles, parce que beaucoup de gens viennent à 2 ou 3 personnes dans les voitures. Vous avez été prévenu quand, Jacques, hier, de l'annulation? Hier à quelle heure? Hier dans l'après-midi? Voilà, c'est ça, dans l'après-midi. Donc, on a reçu un coup de fil. Alors, déjà, au début, on s'inquiétait. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est un canular ou quoi? Donc, j'ai dit, envoyez-nous un document officiel de la préfecture. Et là, on a bien reçu le document. Donc, en nous faisant part que le préfet avait, je ne sais pas si vous connaissez la procédure, mais d'après ce que j'ai compris, il consulte l'ensemble des élus, donc la maire de Paris, les élus du Grand Paris. C'est là que le bas blesse un peu, Jacques, parce qu'en fait, cette pollution, on redéveloppera la semaine prochaine, je vous promets qu'on fera un sujet complet sur ça. Cette pollution, en fait, elle est essentiellement d'origine agricole, parce que en ce moment on est en régime on a du soleil, c'est l'anticyclone. Voilà, merci, cherchez le nom, vous voyez. On est en régime d'anticyclone, il n'y a pas eu de précipitation depuis longtemps. Il y a des inversions thermiques qui sont fortes entre la nuit et le jour, donc il y a de l'épandage d'engrais dans les champs. Et cet épandage d'engrais, avec l'inversion de température, le matin, il y a des petits nuages bleus qui se forment au-dessus des champs. C'est de l'ammoniac. Et quand cet ammoniac réagit avec les oxydes d'azote qui sont issus du trafic automobile, mais pas que, le chauffage aussi, ça forme ce qu'on appelle des particules secondaires. C'est du nitrate d'ammonium. Et la pollution en ce moment qui est sur Paris, c'est du nitrate d'ammonium. Et le fait de diminuer la circulation automobile ne va pas changer grand-chose. Oui, c'est ça. C'est ça, le truc, c'est qu'on est victime. Alors, on avait parlé pendant Rétromobile des restrictions de circulation qui ne s'appliquaient pas aux véhicules de collection. Ce qu'on avait oublié de préciser, c'est que ça s'applique en revanche quand on est en alerte de pollution. Là. Et voilà, c'est ça. Et beaucoup de collectionneurs, justement, ignorent. Alors, ils nous contactent, ils disent, mais je comprends pas, moi j'ai une voiture en carte grise collection, on devait avoir une dérogation pour circuler, mais j'ai dit, malheureusement, ça ne s'applique pas dans le cas de pollution. Oui, on n'arrive pas. Écoutez, c'est terrible, c'est terrible, malheureusement. Voilà. Donc, alors, pour le coup, l'édition hivernale, qui est plus vraiment hivernale, qui était printanière, elle est complètement annulée, et la prochaine édition, ça sera l'édition estivale au mois de juillet, c'est ça? On est en train de réfléchir si vraiment on fait quelque chose ou pas, parce que vous pouvez... non, déconnez pas, Jacques. Moi, j'aime bien le pique-nique avec l'édition mais celle du estivale. 31 juillet, c'est sûr qu'on va la faire. Ah, vous allez la faire, d'accord. L'estivale, on la maintient, mais par contre, on se demande si on fait quelque chose entre-temps ou pas, parce que pour nous, ça a quand même un coût, vous pouvez vous imaginer, financier important. On n'est qu'une association, donc nous, on a édité les affiches, les plaques, tout ça, donc on se dit, est-ce qu'on peut en recycler une partie en faisant une autre traversée un petit peu différente, en attendant que tout ça s'allège ou pas. Donc ça va être une question en urgence qu'on va statuer au bureau de l'association. Mais bon, on peut vous rassurer les auditeurs, celle du 31 juillet, elle sera festive et grandiose, et on espère que tout ça sera derrière nous. On va se rattraper. Merci Jacques d'Andrea, donc président de Vincennes Ancienne, organisateur de la traversée de Paris. Mais toujours, vous le savez. Vous savez qu'il n'y a pas que vous qui êtes déçus, moi aussi. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. En plus, le temps était idéal. On s'était donné rendez-vous avec François Alain demain pour faire les idiots, mais plus c'est ballot. Bon, les idiots n'auront pas lieu. Jacques d'Andrea, merci beaucoup. Président de Vincennes en Ancienne. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Maryvonne est avec nous. Bonjour Maryvonne. Bonjour Maryvonne. Oui, bonjour à tous les deux. Je suis ravie. Alors, Marie, criez pas dans votre téléphone. Maryvonne, ne criez pas dans votre téléphone, ma belle, parce que du coup, ça sature le bruit de votre téléphone. Restez de côté 2 secondes. Je crois qu'il y a Régal aussi qui est avec nous. Régan, bonjour. Argan.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Argan, vous êtes tous les deux les gagnants de ces places VIP que l'on offre Sud Radio et le circuit Nogaro. Alors, Marie-Vonne, la question que je posais, c'est quelle est la voiture qui, dans les années 1975 sur le circuit Nogaro, a suivi les courses de Gordini et a précédé les Clio Cup? C'était la R5 ou la R14? La R5, bien sûr. Oui. Argan, pareil, même réponse? Pareil. Et ben voilà, vous allez gagner tous les deux. Vous êtes où, Marie-Vonne, vous? Alors, j'habite Bunus, un petit village des Pyrénées-Atlantiques. Et la semaine dernière, j'étais à Nogaro. Oh, trop bien. Et vous, Argan, vous êtes où? Moi, je suis de Pau. Oh, super. Eh ben, tous les deux, vous avez de la chance. Là, vous avez du pot, tiens. Voilà. Vous venez de gagner 2 places VIP pour 3 jours pour vivre les courses de Pâques du circuit de Nogaro du 15 avril au 18 avril. On vous embrasse très fort tous les deux. Eh bien, nous aussi. Au revoir. Salut Argan, passez un bon week-end aussi. Merci. Bisous à tous les deux, c'est ça, rendre heureux. Hein. Argan nous appelait d'une grotte, sans doute, c'est pour ça que le son n'était pas très bon. Non, et par contre, Marie-Vonne, elle, avec un haut-parleur. Allez, à suivre. Alors, on va continuer évidemment notre rendez-vous. Et puis, on aura le plaisir de parler aussi des 35 ans à choisir et des 35 ans de turbo. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Eh ben voilà, vous le savez, c'est un des rendez-vous que l'on vous offre, 0826 300 300, pour prendre les conseils de l'ami Jean-Luc. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire par mail, je participe@sudradio.fr. On met bien On parle auto dans l'objet du mail et vos coordonnées complètes. Et pour le moment, c'est Eric qui nous rejoint. Salut Eric. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Eric. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Ben super, on vous écoute. Alors, donc, j'avais une petite question à poser, mais enfin, cette question, je me l'étais posée avant de ce qui se passe effectivement dans l'Europe de l'Est. Voilà, je suis à peu près 60 000 km par an. Ah, vous êtes un très gros rouleur. Vous faites quoi comme métier, si c'est pas indiscret? J'ai une petite entreprise en fait, et en fin de compte, je fais des kilomètres parce que c'est simple. Mon entreprise est en Touraine et je vis en Normandie en fait. D'accord. Ah oui, voilà. donc vous roulez beaucoup. Voilà. Vous roulez autant que moi, alors c'est pour dire. Voilà. Pour ma clientèle, je roule beaucoup, et puis pour mon côté privé, je roule aussi beaucoup. Donc actuellement, j'ai un véhicule diesel où j'en suis satisfait. Mais bon, après, avec toutes les alternatives qu'on a au niveau des véhicules, je dois le changer parce que là, après, je crois qu'il va y avoir bientôt 300 000. Je voudrais le changer, et je voulais savoir si à aujourd'hui, maintenant ce qui se passe un petit peu, si c'est toujours le diesel qui est encore le plus rentable ou pas. Alors vous aviez quoi comme, parce que vous me dites j'avais un diesel, il a 300 000 km, c'était quoi comme voiture? Merco. Alors j'ai un Renault Kadjar. Un bien. Renault Kadjar, 300 000 km, ah ouais, quand même. Mais j'en suis agréablement surpris parce qu'avant j'avais un autre véhicule, et puis bon, j'ai pris un véhicule un peu plus simple, et j'en suis content. Et bon, c'est confortable, c'est l'avantage du Kadjar. C'est un bon garagiste aussi, hein, quelqu'un qui connaît bien son métier. C'est pas ça, c'est qu'un diesel bien utilisé, c'est-à-dire un diesel pour faire des grands trajets, ça s'use pas. Ouais. Donc, parce que moi, pour ma société, on a des Twingo, et je les lâche à 400 000. Hein. Oui, parce que les gens roulent beaucoup. Vous savez, je vais répéter ce que je dis souvent, une voiture, un moteur thermique, ça s'use au démarrage. Donc si vous faites que des petits trajets, vous allez l'user rapidement, vous allez encrasser le moteur et vous aurez tout un tas de pannes. Si vous faites que des grands trajets, des longs parcours avec, il est possible d'avoir des kilométrages, même encore bien plus élevés que ça. Le record de kilométrage, il est à 5 millions de kilomètres, ça vous laisse de la marge encore. Hein. Moi, mon programme routier, de toute façon, il est simple, hein, il y a 80% d'autoroute, ou de national à 110, et j'ai 80 km sur ces 350 que je fais régulièrement de national. Quoi, et vous gardez les véhicules combien de temps? C'est ça la question, Eric. Et voilà, donc quand c'est ce genre les véhicules société, je les emmène à 400 000, 450 000, donc après j'arrête. Et les miennes, j'essaie de les emmener à 300 000, et puis là, avec le Kadjar, j'ai jamais eu de problème. Avant, j'avais un autre véhicule allemand, et j'ai eu plus de problèmes en fait. Ouais. Donc vous les gardez 5 ans, grosso modo, si vous faites 68 km par 4 ans. Vous pouvez, vous savez quoi, hein, les restrictions de circulation, là, les ZFE qui doivent arriver en 2024, je vais vous donner mon sentiment personnel. Je pense que ça va être un gros flop. D'ailleurs, ce matin,
pour illustrer ce que je suis en train de dire, normalement, en région parisienne, aujourd'hui, n'ont le droit de circuler que les Vérolles 0, 1, 2. Ce matin, il y avait la moitié des voitures qui avaient soit pas de vignette critère, soit qui étaient en 3, 4, 5. Et il y avait la police un peu... Enfin, je suis passé, moi, devant. Il y avait plusieurs voitures de police qui étaient porte-maillot, ils arrêtaient personne. Donc, de toute façon, personne ne fera la police de ça. Et quand il y aura... Alors ça va être fait automatiquement, il y aura des caméras qui verbaliseront les véhicules qui rentreront dans les ZFE sans autorisation. Moi je vous dis, mais c'est pas possible. Si c'était appliqué aujourd'hui, c'est 70% des véhicules qui peuvent plus accéder à l'intérieur de la 86, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens vont réagir, quoi. Les gilets jaunes vont partir dans la rue. Aujourd'hui, c'est inapplicable. Et puis les diesels maintenant, les diesels ils sont en critère 2. Il y en a certains qui sont quand même, ils sont propres, les diesels raisons sont en critère 2. Mais moi je vous dis, tel que c'est là, c'est inapplicable. Donc si c'est ça qui vous retient pour racheter un diesel, il ne faut pas. Aujourd'hui, vous avez une offre diesel qui est disponible. Vous pouvez même acheter un diesel récent. Vous allez faire une super affaire. Parce que les gens sont... Alors, je ne vais pas dire, ils s'en débarrassent pas, mais... des véhicules qui sont ce qu'on appelle qu'on prend moins d'un an, vous savez, ces véhicules bien sûr, qui sont des occasions récentes, c'est ça, voilà. Qui perdent un petit peu, donc c'est intéressant. Reprenez un diesel, ça sera mon conseil. Vous faites beaucoup d'autoroutes. Non, mais il y a un type d'énergie adapté à chaque usage. 80% d'autoroutes, faut pas hésiter, c'est du diesel. Bah oui, non, mais je te taquine. Mais après, c'était côté un petit peu, je sais pas, peut-être un petit peu planète, écolo. Non, mais si vous prenez un diesel récent Euro 6, ce qu'on appelle Euro 6 full, alors c'est un peu technique, mais les derniers diesels, alors ils sont toujours pas bien pour faire de la ville. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, sinon il nous faudra encore une émission supplémentaire. Mais par contre, pour faire de la route, si vous faites de l'autoroute avec, ils sont propres pour faire ça. Donc vous pouvez prendre les dernières générations de diesel pour l'usage que vous en avez. Il ne faut pas que ce soit l'environnement qui vous pose un problème. Vous avez compris ? Alors, la dernière génération, c'est Euro 6, c'est ça ? Ouais, c'est Euro 6. Alors Euro 6, il y a eu Euro 6D, c'est Euro 6D. Alors il y a eu TEMP, temporaire, c'était une réglementation intermédiaire. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle Euro D. Alors moi je dis, pour faire simple, Euro 6D, full, c'est la complète. Full, voilà. FU2L, à l'anglaise. Exactement. Okay. Donc vous prenez une Euro 6 récente, Euro 6D récente. Et alors pour faire l'autoroute. Quel type ? Vous étiez chez Renault, ils ont une offre qui est encore conséquente. Restez chez Renault si vous avez de bons rapports avec... Non, mais chez Renault, avant, j'avais une... Mais voilà... Bon, je ne vais pas vous expliquer la marque. Moi, j'avais une voiture allemande. Et dites-le, parce que comme vous n'étiez pas content, autant le dire. Non, j'avais une Audi A4 Allroad. Voilà. Et si vous voulez, je trouvais, alors c'est une réflexion un peu peut-être personnelle, mais je trouvais que la différence de prix entre les deux n'était pas franchement justifiée. Oui, sans doute. Bon, mais ça, c'est une réflexion absolument personnelle. Moi, je vais vous donner mon sentiment aussi, puisqu'on y est. Je trouve qu'Audi a beaucoup baissé ces derniers temps. Et je trouve que Mercedes, par exemple, qui était descendu un peu, est remonté. Voilà. Alors après, c'est une question de budget, bien évidemment, mais un diesel récent. BM fait encore des diesels pour les gros rouleurs. Oui. Les diesels BM sont très intéressants parce que très économiques en carburant. Par exemple. Alors, ce que j'aimais bien un petit peu dans ce genre de Kadjar ou autre chose et tout, c'est que c'est vrai que le véhicule est un petit peu haut et je trouve ça assez agréable. Oui, si vous voulez un SUV. Alors après, pour faire de l'autoroute, un SUV, vous le payez à chaque fois parce que vous avez des pneus plus larges, vous avez un mètre couple, donc l'aérodynamique est moins bonne que sur une berline. Ça vaudrait peut-être le coup de remettre en cause votre choix là, de prendre une berline. Je suis. Et alors, qu'est-ce que vous me conseillez éventuellement donc alors c'est quoi votre budget, parce que c'est toujours pareil. Bon, j'ai la chance de pouvoir passer en société, donc Oui, mais enfin quand même, il nous faut une idée pour que Jean-Luc puisse affiner. Entre 30 et 40 000. Mais sur des voitures françaises, il y a une 508 Peugeot, c'est bien en break. Laquelle là ? Une Peugeot 508 en break, 508, oui, c'est bien en diesel. Je trouve esthétique en plus. Voilà, en break, c'est une bonne auto, ça tient la route, ça sera économique en carburant. Franchement, c'est pas mal. Prenez-la en boîte automatique. Quel diesel ? Jean-Luc, quel diesel ? Les Blue HDI, alors quelle est la cylindre ? 1,5 litre, ouais, c'est largement suffisant. 1,5 litre, c'est largement suffisant. Oui.
D'accord, bon ben voilà, écoutez, c'est parfait. Eh ben, c'est un peu notre deuxième prénom, Jean-Luc et moi. Parfait. Monsieur, madame, parfait. C'est ça. Enfin, au moins une seconde par jour. Bon ben super. Bon ben Eric. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est fort aimable à vous. Eh ben on est là pour ça. Enfin, bonne journée, Eric. Merci pour votre émission. Merci beaucoup. Eric, vous faites comme Eric qui va passer un bon week-end. Vous avez une question à poser, quel auto choisir? Envoyez carrément un mail jeparticipe@sudradio.fr et vous mettez bien On parle auto dans l'objet de votre mail. Évidemment, comme Eric l'a fait, vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler et puis l'objet de votre question. Sud Radio, on parle auto. Les news de la semaine, c'est un autre anniversaire. Oui, c'est un anniversaire. Les 35 ans de Turbo sur les M6, c'est mon autre maison. Et voilà, 35 ans. Et vous connaissez bien. Je connais bien, puisqu'il y a 35 ans. Vous savez, quel est le premier sujet que j'ai fait à Turbo il y a 35 ans? Vous me l'avez dit hors antenne, je ne vais pas tricher, je vous laisse le dire. C'était les coupes de Pâques à Nogaro. C'était le 1er avril 1987. Et je suis resté de 87 jusqu'à 2002 à Turbo. J'ai fait plus de 2500 reportage. Donc c'est une émission vous êtes que je connais avant Dominique Chapat. Non, je suis arrivé. Alors Dominique était évidemment là depuis le début, mais ce qui s'est passé à Turbo au départ, c'est que l'émission était en direct le samedi soir, un peu sur le modèle de Stade 2. Donc Dominique présentait l'émission, il était en plateau, mais il y avait une équipe qui faisait les sujets. Dominique n'était pas partie prenante dans les sujets à l'époque, et même souvent on lui a fait quelques farces. D'ailleurs, je pense qu'il s'en souvient encore. J'étais allé au salon de Genève et en plateau, il me dit Jean-Luc, vous êtes allé au salon de Genève? Je dis non, j'ai pas eu le temps. Alors donc comme on était en direct, il me dit comment ça? Je dis non, j'ai pas eu le temps, mais j'ai trouvé quelqu'un qui y allait à ma place et j'avais fait un sujet un peu rigolo, bien évidemment, où j'étais soi-disant un espion soviétique qui était allé au salon de Genève. Voilà. Que des souvenirs pour vous quand même, des bons souvenirs. Le premier plan, je sortais de l'ambassade du RSS à l'époque. Je sortais de l'ambassade du RSS en tout cas, avec bon une gabardine. Anniversaire à toute l'équipe de Turbo, y compris bien sûr Dominique Chapat, puis tous les journalistes la qui plus travaillent. Ancienne émission de la chaîne quand même. Avec le téléachat, s'il vous plaît, monsieur. C'était en 87 le téléachat? Oui, on est arrivé juste après. C'est-à-dire que nous, on a fêté nos 35 ans, là, 34-35 ans. On fait partie des plus anciennes émissions de la télévision française. Et ça ne se voit pas. Non. Avec mon ami Pierre, le fils de Pierre Bellemare, et ma pote Valérie. Moi, j'avais 5 ans quand j'ai commencé à Turbo. Moi, j'étais pas née, chérie. Allez, hop, c'est parti. Merci. Puis d'ailleurs, Bastien nous a rappelé que lui non plus n'était pas né. On vous embrasse, on vous souhaite un super week-end. Ouais, on se voit la semaine prochaine. Et puis on parlera pollution. D'accord, avec Air Paris, entre autres. Et puis on aura peut-être des petites valises, je crois, à faire gagner pour faire des. La valise Sud Radio la semaine prochaine. Non, la valise de comment on appelle ça? La valise pour diagnostic. Voilà, on va en parler en détail. Allez, bon week-end à tous, à samedi prochain. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.